Donc, Madame la Présidente, merci beaucoup. Monsieur le Président du CODEROM, Monsieur le Directeur Général du Crédit Agricole, cher Jean-Paul, je dirais que déjà, votre projet, il part très bien pour les raisons suivantes. Il y a le Crédit Agricole, on avait le Crédit Agricole aussi. Vous avez le CODEROM, nous avions le CIVB, qui est l'interprétation du monde du vin à Bordeaux. Partenaire Air France, nous avons comme partenaire Air France. Donc je vois beaucoup de points communs, donc j'espère que la suite sera la même et que cette Cité du Rhum verra le jour rapidement et aura une belle réussite. Alors moi, je vais vous raconter une histoire, qui est l'histoire de la Cité du Vin, pour essayer de vous transmettre quels ont été quel a été le point de départ, quelles ont été les conditions du succès, quelles ont été les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc on est à Bordeaux, on est en 2008 et la ville de Bordeaux va postuler pour être capitale européenne de la culture. Et donc à l'époque, il y a tout un programme qui se met en place et dans ce programme, il y a de l'éphémère puisque c'est censé durer quelques mois, mais il y a également du durable et dans le durable, Alain Juppé inscrit la volonté de faire à Bordeaux un centre culturel du vin. Alors ceux qui connaissent Bordeaux ont pu avoir en tête pendant des dizaines d'années une ville très sombre qui depuis 2009 a fini une mutation, est devenue très belle. Et en 2008, quand cette idée germe, la ville est prête à accueillir un grand projet. Donc Bordeaux n'est pas élu capitale européenne de la culture, néanmoins Alain Juppé, lui, est réélu. Il est réélu avec dans son équipe une femme exceptionnelle qui fait partie des grandes familles du vin de Bordeaux, qui est Sylvie Cazes, qui est avec sa famille propriétaire notamment du château Lingebage. Et donc cette équipe municipale a une idée qui est de faire un centre culturel du vin. Là, nos routes vont se croiser. Donc moi, j'avais eu l'occasion de travailler pendant de nombreuses années au Futuroscope, ensuite de faire de l'ingénierie sur certains grands projets, dont un projet à La Réunion. Et puis Sylvie me parle de cette idée de faire un centre culturel du vin à Bordeaux. Et je parle d'une idée parce qu'il y avait 3 mots, mais après, derrière ces 3 mots, il n'y avait pas grand-chose. Évidemment, l'idée est séduisante. On vient, nous, d'arriver à Bordeaux en famille. Et donc, je rencontre Alain Juppé. C'est une rencontre qui est importante parce que l'expérience que j'avais du Futuroscope m'avait démontré une chose, c'est que à l'époque du Futuroscope, il y avait un bulldozer politique qui était René Monory, qui était à l'époque président du Conseil général, qui était président du Sénat. Et c'est vrai que sans ce bulldozer, des projets comme ça ambitieux, ils voient pas le jour. Et donc j'avais besoin, ayant eu cette expérience et ayant eu également l'occasion de travailler pour des collectivités sur des études de faisabilité sans suite, souvent parce que le porteur du projet n'avait pas réellement envie de le faire. Cet entretien m'a permis de conforter l'idée qu'Alain Juppé voulait vraiment le faire. Donc ça, déjà, c'est un point important qui était le point de départ. On savait qu'un tel projet, puisqu'il était ambitieux dès le départ, allait être compliqué s'il n'y a pas un porteur qui va amener avec lui, qui va porter, qui va pousser, qui va convaincre. Déjà, c'est mal parti. Donc c'est vrai que cet élément, il a été extrêmement important. Donc lui était l'homme politique, l'homme médiatique. Il s'était entouré d'une femme assez incroyable, avec beaucoup d'énergie, avec un réseau extraordinaire, qui a permis effectivement, tout au long de ce projet et encore aujourd'hui, de rassembler le monde du vin, sans lequel, vous le verrez ensuite, ce projet n'aurait pas pu se faire. On démarre en créant une association de préfiguration. L'idée, c'était que même si l'idée venait du maire de Bordeaux, Bordeaux ne serait pas forcément le maître d'ouvrage de ce projet, et donc une association de préfiguration est créée avec les collectivités et les institutionnels qui à l'époque pouvaient être considérés comme ceux qui financeraient un jour ce projet. Donc la région, le département, la communauté urbaine de Bordeaux, évidemment la ville de Bordeaux, donc le CIVB, la chambre de commerce. Et donc on démarre les études de faisabilité. Et on démarre, puisque c'était une idée, avec 3 mots, centre culturel du vin, sur l'élaboration du concept. Qu'est-ce que ça va être que ce centre culturel du vin? Donc là, on se fait aider par un cabinet, et surtout on commence à rencontrer
on a dû rencontrer des centaines de personnes pendant toute la durée de ce projet. Pourquoi ? Parce que quand on démarre un projet comme ça, on ne sait pas du tout des années après à quoi il va ressembler. On aurait pu le faire de millions de manières différentes. Hein. Ceux qui l'ont vu ont eu cette image, mais donc on a rencontré, on n'était pas sûr de nous. On peut pas être sûr de soi quand on démarre un projet comme ça, puisque c'est un projet qui n'existait pas vraiment. Donc on a rencontré beaucoup de personnes, on a beaucoup échangé, on a beaucoup écouté, on s'est beaucoup déplacé en France et bien sûr à l'étranger. Et on savait que le concept allait être la plateforme sur laquelle on allait s'appuyer. Il fallait qu'il soit fort, ce concept, et surtout qu'il entraîne. Un des éléments du concept qui est arrivé très tôt et qui a été très différenciant et que je redoutais un peu et qui en fin de compte a été conçu comme une force, et surtout par une force par le monde du vin à Bordeaux, c'est que bien qu'étant à Bordeaux, la Cité du Vin ne parlerait pas que de Bordeaux. Alors, ça pouvait surprendre, notamment quand on en a parlé à l'étranger. Je me souviens que le premier pays où on est allé, c'est les États-Unis, et on leur a dit, on fait un centre culturel du vin à Bordeaux qui va parler du monde entier. Les Américains habitués au Bordelais nous disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux ? On les reconnaît plus, les Bordelais, normalement, ils parlent que d'eux, ils s'intéressent qu'à eux. Et alors moi, je suis pas Bordelais, ça ne me touchait pas vraiment, mais c'était... Donc non, l'idée, effectivement, c'est... J'ai entendu Martinique, capitale mondiale du rhum. Je serais tenté de dire Bordeaux, capitale mondiale du vin. Ça veut dire qu'on a considéré que c'était à Bordeaux et pas ailleurs qu'il fallait raconter cette grande histoire du vin. Et bien surprenamment, le monde du vin de Bordeaux a non seulement totalement adhéré à ce positionnement, mais l'a véhiculé au niveau de toute la filière. L'idée était, à Bordeaux, il y a 6000 producteurs de vin. En 2009, le no-tourisme est quand même assez récent. Hein. Bordeaux est un territoire assez conservateur. Et c'est pas à Bordeaux qu'a commencé le no-tourisme tel qu'on le voit aujourd'hui naître dans toutes les grandes régions viticoles du monde. Donc on est allé avec Alain Juppé au tout début rencontrer les 6 régions viticoles de Bordeaux pour les rassurer parce qu'il y avait d'abord on parlait de ce projet dans Bordeaux. Bordeaux était devenue une ville très belle avec de plus en plus de touristes. Et il y a une petite crainte, c'est est-ce que Bordeaux ne va pas créer un équipement culturel qui va parler du vin et qui du coup va retenir les touristes qui viennent dans la région à Bordeaux et que ces touristes ne viendront plus voir nos propriétés. Le fait d'avoir choisi effectivement une thématique beaucoup plus large que Bordeaux déjà était quelque chose de très rassurant. Et puis on a pu démontrer, mais ça on l'a fait assez rapidement, puis maintenant on le voit puisque au quotidien on le vit, que on a plutôt créé une porte d'entrée, quelque chose qui donne à nos visiteurs no-touristiques une vision globale de cette grande histoire du vin, de ce patrimoine culturel mondial et vivant, mais qu'en fin de compte, les gens qui ont décidé de venir à Bordeaux et d'y passer 2 jours, s'ils ont décidé avant d'aller passer une journée dans le vignoble, ils le feront. Donc il n'y a pas du tout eu cette concurrence. Moi je l'imaginais pas et elle ne s'est pas produite. Et donc en fin de compte, on a assez rapidement converti tout le monde. Alors Alain Juppé, homme de droite, entouré politiquement d'une métropole, d'un département, d'une région et d'un pays à l'époque de gauche. Donc la politique joue forcément un rôle, par contre avec un sujet qui est assez consensuel, notamment sur le fait que Bordeaux, effectivement, quand on parle de Bordeaux, on voit souvent les étoiles qui sont ces 200, 300 très grands châteaux, mais en réalité il y a 6000 propriétés à Bordeaux, et la grande majorité des viticulteurs à Bordeaux sont des viticulteurs qui ont des difficultés. Donc on voit déjà
à ce moment-là dans le projet la nécessité d'avoir, à un moment donné, on ne sait pas sous quelle forme, les entreprises qui rejoignent le projet. Donc on avance sur l'étude, le concept, donc ça sera international, ça devra être très très grand public, et surtout pas un endroit réservé aux connaisseurs du vin, et même au jeune public, c'est une volonté. Ça devra être un lieu qui va marquer l'esprit, qui va faire envie de l'extérieur, et ensuite qui va surprendre de l'intérieur. Bordeaux est assez proche de Bilbao, donc il y a eu cette magnifique aventure de Bilbao avec la création du Guggenheim, avec une architecture événementielle, et c'est vrai que Bordeaux, la ville, est très belle, mais avec une architecture qui date du XVIIIe siècle. Bordeaux le vin est connu dans le monde entier pour la diversité de ses vins et pour la qualité de ses vins, mais également avec un côté classique, et qui dit classique peut ne pas dire moderne. Donc il y avait la nécessité pour l'image et de la ville et du vin que ce lieu soit un lieu très moderne, et avec une architecture qui fasse plutôt waouh. Donc ça, c'était inscrit dans le concept de départ. On avance sur la faisabilité économique, juridique, et puis rapidement il faut choisir celui qui va porter le projet, qui va le construire. Évidemment, on sait qu'il va être cofinancé, puisqu'il y avait l'ambition était dès le départ forte sur ce projet-là, parce que ça allait être à Bordeaux, parce que ça allait représenter le vin, même si c'était le vin à l'échelle de la planète, ça se passait à Bordeaux. Donc ça allait forcément être un projet qui allait coûter de l'argent. Souvent, on se rend compte que c'est plus facile de faire des grands projets qui coûtent cher que des petits projets qui coûtent pas cher. Surtout quand après, on nous demande des résultats et qu'il faut que ces résultats soient bons. Donc ça, c'est pareil, c'est une idée qui a été tout de suite relativement facilement été acceptée. Et donc, l'ensemble des membres de l'association se retournent vers la ville en disant s'il faut construire, ça va se passer dans la ville de Bordeaux, donc la ville de Bordeaux, allez-y, Monsieur Juppé, prenez ce projet, faites-le. Donc on démarre le projet, donc la ville lance un concours international, retient une équipe assez jeune, d'architectes pas connus, français, qui étaient associés à des scénographes anglais. Et on démarre. Alors on démarre, le projet a failli s'arrêter à peu près 2-3 fois. Une fois sur le montage juridique, donc on démarre, l'avis des maîtres d'ouvrage. Mais on est dans une région, la Nouvelle-Aquitaine, qui est une région où il n'y a pas de culture de grands projets. Ça n'existe pas. On est sur une région où les politiques considèrent que la région est très belle, que donc on y vient naturellement. Et sauf qu'à l'époque où on est aujourd'hui, on est quand même sur une concurrence qui est mondiale au niveau du tourisme, et la beauté, quelle qu'elle soit, du paysage ne suffit pas. Il faut amener du contenu, il faut amener du sens, il faut amener donc il y a besoin effectivement d'équipements comme celui-là. Donc on démarre, la ville maître d'ouvrage, et puis on commence à faire des additions. Et là, on se rend compte que on est loin du total qu'on imaginait, parce que le jeu consiste au début, on nous dit mais oui, mais vous allez faire quelque chose, ça va coûter combien? Sauf que au stade de l'idée ou du début du projet, on ne sait pas combien ça coûte. Donc sauf qu'on a l'impression que si on donne pas un prix au départ, ça peut pas démarrer, parce que du coup personne ne visualise de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de 5 millions, de 20 millions, de 50 millions, de 100 millions? Donc il a fallu se jeter à l'eau, et donc on s'est dit un projet. Alors on a regardé un peu ce qui se faisait ailleurs, les grands musées, les grands équipements. On a vu aux alentours de 10 000 mètres carrés. On regardait un peu ce qui se passait. On a un coût au mètre carré, et puis il y a un chiffre qui sort assez rapidement, qui est un chiffre de 60 millions d'euros. Et puis là, il y a les 5 collectivités dont je vous ai parlé qui nous disent mais vous allez nous demander combien? Alors, il y a eu une espèce ça a duré pendant plusieurs semaines, ça. Et puis à un moment donné, on s'est jeté, on dit voilà, il y a 60, on divise par 6,
Ça fait 10 millions par... alors là, du coup, on était dans les chiffres. Et là, du coup, là, c'est parti. Voilà, certains disent, ben, nous, c'est beaucoup trop, etc. Donc là, on commence à faire une espèce de réajustement, parce qu'on avait lancé un chiffre, un peu, pas un peu au hasard, mais un peu... Et donc là, voilà, les choses commencent à se mettre. Et là, on se rend compte qu'il y a un gros trou. Donc là, le projet était à 2 doigts de s'arrêter. Et puis, on se dit, mais on est en train de faire un projet culturel. Donc c'est pas un projet commercial. Un projet culturel en France, il y a des lois assez favorables pour aller chercher du mécénat qui permettent aux entreprises de défiscaliser. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire en sorte que ce projet soit reconnu d'intérêt général? Donc là démarre, ça va durer 15 mois, une présentation et des rendez-vous et des questions-réponses avec le ministère de l'économie et des finances, où on essaie de démontrer qu'effectivement, un projet sur le vin, ça peut être culturel. Alors c'est vrai qu'on a en France beaucoup d'idées reçues, on fait notamment partie ce qu'on appelle le French Paradox, hein, c'est-à-dire qu'on a ce vin extraordinaire qui est connu dans le monde entier, qui est parti de manière active à la balance commerciale de la France, mais on est aussi le pire des pays, on se tire une balle dans le pied parce qu'on a quand même des lobbies anti-vin qui sont extrêmement puissants. Donc une discussion qui est assez compliquée au départ, on parle pas du tout de la même chose, et puis progressivement on arrive à faire passer nos idées. Alors vous voyez par exemple, il nous disait mais dans votre projet il y a des restaurants, mais ça c'est pas culturel, donc il faut faire 2 bâtiments. Un bâtiment où il y aura ce qui est culturel, un bâtiment où il y aura ce qui est pas culturel. Alors on leur explique que sur le terrain ça marche pas et qu'on peut quand même dans un même bâtiment considérer. Donc on avait vraiment des discours très différents les uns des autres et on a mis assez longtemps à arriver à bien traduire ce qu'on disait. Au bout d'un certain temps, l'idée suit son cours et puis ils finissent par accepter que le projet soit considéré d'intérêt général. Par contre, l'intérêt général n'est pas à l'époque n'est pas sur l'objet même qui est la partie culturelle du vin, mais sur la finalité. Et donc ils nous disent, ben ok, mais par contre votre projet doit être au final d'intérêt général, donc à but non lucratif. Donc là les choses se compliquent parce que c'était pas du tout ce qu'on avait en tête. On avait vraiment en tête un projet financé par les collectivités, une délégation de service public, un opérateur privé qui allait être retenu. Et puis là déjà tout le projet s'arrête en termes de montage juridique et on reconsidère les choses. Alors d'intérêt général à but non lucratif, en France on a le choix en gros entre une fondation, un fonds de dotation et une association. Et là Bercy nous dit association, vous allez faire combien de chiffre d'affaires? Alors à peu près 10 millions. C'est quand même un gros chiffre d'affaires. L'association, elle est un peu trop souple. Le fonds de dotation, à l'époque, ne permettait pas, c'était pas dans son objet. Et donc, Bercy nous dit, OK, on va faire un récit fiscal, on va valider la faisabilité d'intérêt général. Par contre, on vous demandera qu'une fondation reconnue d'utilité publique soit créée pour exploiter la silure. Donc, il y avait une très bonne nouvelle. Donc, l'intérêt général, la très mauvaise nouvelle à l'époque et qu'on n'a pas beaucoup partagé, c'était qu'on s'est dit on est tombé dans un piège parce que la fondation reconnue d'utilité publique en France, le vin d'utilité publique, on va jamais l'avoir. Donc ça va durer un certain temps, on va nous mener un peu et puis à la fin, ce sera non et à la fin, on aura démarré le projet et puis les mécènes qui auront donné de l'argent devront rendre cet argent. On était dans un truc qui n'était pas possible. On s'est dit, on est très très mal parti. Donc là, on a douté et la grande force, le grand courage qu'a eu Alain Juppé, c'est que on lui a dit, mais il faudrait pas arrêter parce que si on s'arrête là, et pour les raisons que je viens d'évoquer, on va créer un doute et si le doute s'empare dans le projet, c'est très mauvais. Et donc, il va prendre le risque. Et je peux pas dire autrement. Il y a eu un risque de prix. On a continué à avancer dans le projet. Et puis, un beau matin de novembre 2014, on découvre dans le journal officiel le décret de reconnaissance d'utilité publique de la Fondation. Donc là, on sait que le projet va pouvoir démarrer. J'ai fait un bond dans le temps. On a posé la première pierre de la Cité du Vin en juin 2013.
On l'a ouverte en juin 2016, donc il y a eu 3 ans. 3 ans assez compliqués avec l'architecte. Assez compliqué parce que on pensait qu'en choisissant un cabinet de jeunes architectes, ils allaient être très sensibles à l'exploitation, à l'usage, etc. Ça n'a pas vraiment été le cas. Alors, où on les remerciera jamais assez, c'est d'avoir fait une œuvre assez incroyable au niveau de la forme, qui fait que elle marque l'esprit, donc le côté événementiel est là. Par contre, à l'intérieur, aujourd'hui, alors les visiteurs ne le voient pas, nous on le vit au quotidien, ça a été plus compliqué. Et aujourd'hui, c'est vrai que les relations... Alors, ce qui nous a rassurés, c'est quand on nous a parlé à tous les grands équipements qui ont ouvert récemment en France, ils nous ont tous dit, vous inquiétez pas, on est tous fâchés les architectes. Donc on n'est pas les seuls. Donc, mais voilà, donc ça a été une belle expérience par rapport à ça. Donc il y a eu, si vous voulez, Alain Juppé a eu un rôle extrêmement important. Le projet a coûté 80 millions d'euros. Sur les 80 millions d'euros, la ville de Bordeaux, qui est maître d'ouvrage, a dépensé 31 millions d'euros. C'est assez rare que le maître d'ouvrage finance moins de 50% des projets. La ville pouvait pas faire plus financièrement. Hein. C'est une ville, Bordeaux, de 240 000 habitants, c'est pas une très grande ville. Donc si le projet a pu voir le jour, c'est parce que l'Europe, l'État, la région, le département, donc tous les niveaux des collectivités ont effectivement amené une contribution. Le rôle d'Alain Juppé a été important parce que ça a été des négociations politiques, évidemment, et techniques, notamment avec l'Europe. Hein, où sur les 81 millions, l'Europe effectivement a donné 15 millions d'euros, donc ce qui est quand même une somme très très importante. Et puis il manquait tout cet argent. Donc le CIVB, donc l'interprofession du vin de Bordeaux, avait donc donné un montant de 6 millions d'euros, qui était également une somme très importante. Et au final, on a réussi à lever 21 millions d'euros de mécénat, donc auprès des entreprises. Une centaine de mécènes avec des montants qui allaient de 100 000 euros à plus d'1 million d'euros. Au départ, on s'était dit le vin, ça intéresse des gens dans le monde entier. C'est acheté par des gens très riches, donc on va avoir des mécènes qui vont venir du monde entier. On s'était complètement trompé. En réalité, on a eu des mécènes quasi exclusivement dont l'activité était totale ou partielle à Bordeaux. Donc on était vraiment sur un mécénat territorial. En fait, on s'était trompé, on avait été un peu trop... C'est-à-dire que le fait de construire un bâtiment quelque part, on est sur le sol de ce territoire, et donc c'est vrai que les gens qui ont envie d'avoir leur image associée à ce lieu sont des gens du territoire. Aujourd'hui, avec la fondation qu'on a créée et qui exploite la Cité du Vin, par contre, et pour qui le mécénat est toujours aussi important, puisque tout à l'heure je vous parlais à peu près de 10-11 millions d'euros, il y a 10% de nos recettes qui sont du mécénat, et 1 million d'euros à peu près par an, c'est le coût de la programmation annuelle donc culturelle de la Cité du Vin. Les expositions qu'on fait, les conférences, etc. C'est à peu près 1 million d'euros. Donc sans le mécénat, on n'a plus de programmation annuelle. Donc aujourd'hui, c'est quand même extrêmement important. Ça veut dire que la filière, alors qu'elle soit, quand je parle de filière, c'est élargi, hein, c'est aussi bien les gens qui font le vin, que ceux qui vendent le vin, que ceux qui font les barriques, les bouteilles, que les gens qui financent le vin, qui assurent le vin. Sur 81 millions d'euros, c'est 6 et 21, c'est 27 millions d'euros. Donc c'est sans les entreprises, c'est sûr que on n'aurait pas pu faire ce projet. Donc il y a eu aujourd'hui la Cité du Vin a ouvert depuis 2 ans. Donc ça a été le dernier pari, c'est que forcément en 2010 dans les études il y a une étude de faisabilité économique. Bon, elle est et notamment elle consiste à déterminer une fréquentation prévisionnelle. Donc il n'y a pas d'équivalent. On aurait fait, je sais pas, un zoo, un aquarium, un parc d'attractions. Si vous voulez, il y a des références. On peut regarder où elles sont, les zones de chalandise. On peut faire des estimations. Nous, une Cité du Vin, ça n'existait pas. Donc malgré tout, il y a 2 techniques utilisées. Une qui a consisté à comparer à des équipements qui avaient pris des sujets identitaires forts du territoire,
on a regardé en France et dans certains pays d'Europe, et on s'est rendu compte que souvent c'était entre 400 et 600 000 visiteurs. Puis après on a fait une méthode plus avec les zones de chaleur plus mathématiques, et puis on est arrivé à peu près sur un chiffre de 450, 500 000 visiteurs qu'on a pris dans l'étude. Et donc ensuite, le modèle, effectivement, a été créé à partir de ces chiffres-là. Et donc l'équilibre économique de la fondation également. Alors, il se trouve que dès la première année, on a pu atteindre cette fréquentation, qui nous a permis dès la première année pour la fondation d'être à l'équilibre et donc d'être pérenne, et donc de ne pas faire appel à qui que ce soit d'autre, sachant que, et je l'ai pas dit, quand je disais l'appartenance du Crédit Agricole, c'est que le Crédit Agricole d'Aquitaine fait partie des 3 membres fondateurs de la fondation. Donc il y a la ville de Bordeaux, il y a le CIVB et il y a le Crédit Agricole d'Aquitaine. Donc, mais qui n'ont pas prévu ni les uns ni les autres, puisqu'une fondation c'est différent d'une entreprise classique. L'entreprise classique, il y a des actionnaires. S'il y a un problème, les actionnaires sont appelés à hauteur de leur participation dans le capital. La fondation, c'est pas le cas. Il y a une dotation initiale, puis ensuite c'est plus un engagement moral. Donc s'il y a des problèmes, une fondation, ça peut disparaître, ça peut. Donc importance du PCNA, importance des entreprises. C'est pas de la chance, mais en tous les cas, la très très bonne nouvelle que dès la première année, effectivement, on soit bénéficiaire de notre exercice. Donc ça veut dire qu'on peut le continuer en étant serein. Mais je dis mais parce que on démarre notre 3e année, mais on ne sait pas vraiment comment elle va se passer. La 2e a été positive, on a progressé légèrement en fréquentation. Et évidemment, on est dans une ville qui est Bordeaux. On est de la même manière qu'ici la cité du Rhum serait sur cette belle île de la Martinique. Ça veut dire qu'on est totalement dépendant de la fréquentation qui vient sur le territoire. Mais on y contribue. Et ça, c'était également important. On avait fait une hypothèse qui s'est avérée supérieure. On avait essayé de calculer quelle part de nos visiteurs viendrait spécialement pour la Cité du Vin. On était parti sur 10%. En fin de compte, c'est 20%. Il y a 20% des visiteurs. Donc sur les 450 000, il y a quand même 110 000 visiteurs qui viennent spécialement à Bordeaux pour voir la Cité du Vin. Alors, évidemment, Bordeaux est très connu. Ça veut dire que les gens avaient peut-être prévu un jour d'y venir, mais en tous les cas, on est l'élément déclencheur. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette capacité, quand on construit un équipement culturel à vocation touristique et qu'on réussit, ça veut dire que ça peut non seulement augmenter les retombées économiques du territoire, créer de l'emploi, mais également ajouter de la fréquentation supplémentaire sur le territoire. Et ce qui est valable pour nous à Bordeaux est forcément valable pour d'autres projets, dont celui que vous seriez amené à porter. Voilà, très rapidement, je crois qu'on avait vu avec Jean-Paul pas être trop long pour qu'il puisse y avoir des questions. Je crois que c'était l'objectif. Donc voilà, assez rapidement l'histoire de cette Cité du Vin. Donc il a fallu 7 ans entre le démarrage de l'idée et puis l'ouverture. C'est assez court. En général, les projets portés par les collectivités qui sont assez importants, on est plutôt aux alentours de 10 ans, voire beaucoup plus. C'était assez court, mais ça a été court parce que on a eu effectivement un élu qui s'est donné, qui a donné de son temps, qui a donné de son énergie, qui a cru dans le projet, accompagné de la filière dont la thématique effectivement était celle de la filière, qui a suivi, et puis d'une équipe projet. C'est important aussi au début. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au tout début du projet. Donc je vous dis, il n'y avait pas de grands projets sur ce territoire. Et donc le directeur général des services de la ville de Bordeaux, donc me dit, mais est-ce que vous êtes sûr qu'un plein temps, peut-être qu'un mi-temps c'est suffisant pour faire le projet? Alors j'ai dit, écoutez, vous allez vous rendre compte que non seulement ce sera pas un mi-temps, mais que très rapidement on va être 4 ou 5. Surtout le projet on pourra pas le faire. Donc ça aussi, je sais que il y a des représentants du tourisme ici. C'est vrai que
moi, je travaille dans cet univers-là depuis très longtemps. J'ai quand même toujours souffert du fait que le tourisme n'est pas pris au sérieux. On est sur un sujet. Alors, je sais pas parce que c'est tourisme, vacances, c'est pas sérieux. Mais on a toujours l'impression que le tourisme c'est facile, que ça vient comme ça, Or aujourd'hui, ça se professionnalise de plus en plus et heureusement. Il y a une concurrence mondiale de plus en plus importante, donc il y a besoin d'être le meilleur possible. Et le meilleur possible, c'est du temps, c'est des hommes. Donc tout ça, ça ne se fait pas par hasard. Donc, mais bon, ça a été, il a fallu convaincre au début que il fallait effectivement passer du temps pour y arriver, quoi. C'était pas. Alors, je vous disais, on a voulu être très grand public et rassembler. Donc ça, on l'a fait effectivement en définissant nos activités. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va ouvrir plusieurs portes. Donc on s'est dit, il faut un cœur, il faut quelque chose d'un peu un peu central, ce qu'on appelle nous le parcours permanent. C'est-à-dire c'est un espace qui fait 3500 mètres carrés, dans lequel il y a 19 modules qui sont. Alors on est dans une approche très immersive, très multimédia avec beaucoup de décors. Et dans cet espace, ce sont 19 modules qui permettent de découvrir une partie de la dimension culturelle du vin. Donc on a un module où on survole les vignobles, un module où on va rencontrer, donc on est face à face avec des vignerons du monde entier qui vous parlent de terroir. On a un module où on est allongé sur un très grand divan circulaire et au plafond on projette des images qui montrent la relation entre le vin et l'amour. On a une table des 5 sens où on a l'occasion effectivement d'expérimenter ces 5 sens sur le vin, donc on est aussi bien sur les couleurs, le son, les odeurs, etc. Un film avec Pierre Arditi qui est Le banquet des hommes illustres, où on a réuni où il rencontre en partant au paradis 12 très grands personnages comme Napoléon ou la Calas qui ont tous eu une affinité pour un vin en particulier. Qui parle de ce vin, et puis Pierre Arditi qui lui a eu un accident, part au paradis, mais il l'aime tellement, il voit qu'il aime tellement le vin qu'en fin de compte il décide que c'est pas le moment pour lui de mourir, et il le renvoie sur terre, de très très grandes bouteilles en bois où on découvre les univers des grandes familles qui sont le vin blanc, le vin effervescent, le vin qu'un bateau, on embarque sur un bateau et on a un film qui est quasiment circulaire, un film d'animation. On est donc sur un bateau à 3 époques différentes. On a un mousse, un capitaine, un négociant en vin, et donc c'est un film qui illustre le fait qu'effectivement que c'est par voie maritime que le vin s'est déplacé dans le temps à travers le monde. Donc on a cette approche-là, et là on rassemble aussi bien un public, je dirais de 7 ans à 77 ans. Voilà. Ensuite, on s'est dit le vin et l'art, c'est très lié. On voulait pas de contraintes liées aux objets d'art, aux œuvres d'art dans le parcours. Donc, on s'est dit il faut un espace où on va mettre des expositions temporaires. En plus, cet espace nous permettra de créer de la revisite auprès notamment d'une clientèle locale. On s'est dit ensuite il faut que ce lieu soit un lieu de vie. Donc, un lieu de vie, ça passe par un auditorium, donc où on a des conférences, des spectacles, alors toujours en relation effectivement avec le vin, et c'est sans limite, des ateliers de dégustation, et puis des restaurants, d'un bar, 2 boutiques, et notamment une boutique de vin où on retrouve des vins de plus de 72 pays, sachant que vous avez à peu près 90 pays dans le monde où on fait du vin. Ça veut dire qu'on y vient pour se divertir, on y vient également pour travailler. L'auditorium se privatise, on a des salles de réunion, on a des salons de réception. On y vient simplement pour acheter une bouteille de vin, on y vient pour simplement acheter un livre sur le vin, on y vient pour dîner. Donc on y vient en voyage scolaire. Donc c'était cette notion de lieu de vie à laquelle on était très attachés. Voilà, donc voilà un peu les grandes activités qu'on y retrouve. Ouais, on a à peu près 2 événements par semaine, donc ça veut dire qu'il y a plus d'une centaine d'événements à la Cité du Vin, donc tous en relation avec notre sujet, et on commence maintenant à envisager des événements qu'on va vraiment. Alors là, c'était des événements sur du type conférence, spectacle, etc. Mais par contre, il n'y a pas encore eu de création d'un spectacle spécialement pour la Cité du Vin. Ça, on commence. On va commencer à le faire maintenant, et on va commencer notamment
En 2019, on va créer un jeu, une espèce de quiz qu'on va pouvoir faire aussi bien pour nos visiteurs, mais que pour les entreprises, que pour les étudiants, etc. Donc c'est quelque chose qui va démarrer, mais que pour le moment on n'avait pas fait parce que d'abord il y a un moment de rodage, puis il y avait surtout toutes les incertitudes qu'on pouvait avoir par rapport à la fréquentation et donc par rapport à notre résultat. Et c'est vrai que pour commencer à produire ce type d'événement, il faut pouvoir le faire financièrement. Donc c'est parce que effectivement on ne reçoit pas d'aide, notamment pas d'aide publique. Et notamment ce qu'on va également lancer, c'est la création d'une exposition temporaire itinérante, qui va s'appuyer sur un de nos modules, qui est la galerie des civilisations. C'est-à-dire c'est une galerie où on démarre il y a 8000 ans, on arrive jusqu'à aujourd'hui, et dans différents espaces on découvre les usages du vin, la manière dont ils ont été modifiés à travers le temps. Donc on commence effectivement à produire. En termes d'image, on a été très surpris, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'on a fait l'inauguration de la Cité du Vin, il y a eu des retombées médias, et le calcul de l'équivalent publicitaire des retombées ont été de 16 millions d'euros. C'était juste énorme. Quand je vous dis qu'on a effectivement un budget de 10 millions, on consacre, nous, à peu près 600-700 000 euros par an à la promotion et à la communication. Donc 16 millions, il va falloir un paquet d'années pour les refaire. La thématique du vin ayant effectivement des amateurs dans le monde entier, et je crois que là-dessus le rhum et le vin sont très comparables, c'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle la communication s'est propagée à travers le monde. C'est d'ailleurs où on s'en rend compte, c'est que notamment au niveau de la clientèle étrangère, le hit parade qu'on peut avoir d'un Cité du Vin n'est absolument pas le hit parade de la ville de Bordeaux. Donc, et ça, c'est vraiment les relations presse. Ça a été assez important. Donc, et on a même l'impression des fois qu'on peut être plus connu dans certains pays qu'en France même. Donc, c'est assez. Alors, par contre, ce qui est compliqué, c'est que l'image de marque, la notoriété, c'est compliqué à mesurer. En tous les cas, aujourd'hui, nous, on n'a pas les moyens de le faire. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on le voit quand on se déplace à l'étranger, c'est régulièrement, on nous dit, à la Cité du Vin, je connais, ou même je suis déjà venu, ou même donc et c'est qu'un début, on a ouvert qu'il y a 2 ans. Donc, quand on a démarré le projet, la ville de Bordeaux était déjà en pleine mutation, et notamment, il y a un quartier qui est au nord de Bordeaux, qui s'appelle le quartier des bassins à flot, dont on parlait des Chartrons. C'est le quartier qui est après les Chartrons, donc on est vraiment en périphérie de Bordeaux, qui est un quartier dont on démarrait le principe de réurbanisation, qui fait 160 hectares. Et à l'époque, la directrice urbaniste de la ville de Bordeaux voulait un projet phare et avait mis sur son schéma, c'était vraiment une photo, et il y avait Centre culturel du vin. Donc il y avait une volonté politique, en refaisant ce quartier ici, de donner... de faire en sorte qu'il ait une vocation touristique et culturelle, en plus que simplement un quartier d'hébergement, parce que c'était un peu le risque. Alors, donc, c'était vraiment l'urbanisme. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, Alain Juppé a été un grand maire urbaniste de sa ville. Moi, ne connaissant pas Bordeaux, la localisation ne me plaisait pas du tout. C'était pas dans le centre, on crée quelque chose qui n'existait pas, etc. Donc pendant 1 an, j'ai cherché avec mon équipe d'autres endroits, mais c'était trop fort. C'est-à-dire que là, la politique rentre en ligne de compte. Il y avait vraiment une intention très forte que dans ce nouveau quartier, si vous laissez Bordeaux s'est construite autour d'un fleuve, qui fait une espèce de croissant de lune, avec un hypercentre, et il y avait une volonté très forte d'étendre en fin de compte cet hypercentre de chaque côté. Donc au nord, où on est installé nous, et au sud vers le quartier de la gare de Bordeaux. Et donc il fallait forcément, pour que ça puisse se faire, réellement donner de vraies raisons de sortir de cet hypercentre. Donc il fallait des projets forts. Donc on n'a pas pu lutter. Alors aujourd'hui, vous dire quel a été l'impact négatif, c'est compliqué à mesurer. Ce qui est certain, c'est que encore une fois, une notoriété, ça se construit pas en 2 ans. Il va falloir beaucoup d'années, et que le fait d'être un peu éloigné, forcément, ça joue pas en notre faveur. Par contre, le côté positif, c'est que ce quartier, effectivement, a eu un développement extrêmement rapide,
que vont se positionner l'année prochaine et en 2020 la création de 2 nouveaux équipements culturels qui, à mon avis, vont être, avec la CIV1, les 3 principaux à Bordeaux. Donc un musée de la mer et de la marine. Et puis, on a à Bordeaux une base sous-marine qui va être confiée à un opérateur privé qui s'appelle Culture Espace, qui va en faire un immense espace de projection. Donc, on va être complètement immergé dans l'image du sol, mur, plafond. Ils le font au Beau de Provence, dans des carrières de pierre. Ils viennent d'ouvrir à Paris il y a quelques mois un espace. Et du coup, ce qui était un handicap au départ est en train de devenir une force. Juste pour compléter, on s'est posé, alors on s'est quand même aussi posé la question, mais à Bordeaux c'était compliqué de savoir s'il fallait partir de quelque chose d'ancien existant en le modifiant et en rajoutant une partie moderne, ou s'il fallait partir sur quelque chose de moderne. Mais c'était cette nécessité à Bordeaux d'amener du modernisme était tellement importante qu'en fin de compte l'architecture contemporaine a assez rapidement balayé le projet d'un bâtiment plus ancien qu'on aurait pu rénover. À l'époque, il y avait une estimation qui était 250 emplois temps plein, donc en emploi direct, et autant d'emplois indirects et autant d'emplois induits. Donc on était sur 750 emplois. On a décidé, comme ça se fait souvent, d'attendre la 3e année pour faire les mesures d'emploi indirect et induit. Voilà, pour qu'on commence à être sur un certain rythme de croisière. Et par contre, sur l'emploi direct, c'est le cas. C'est-à-dire que la fondation emploie à peu près 120 personnes. On ajoute une 50aine de collaborateurs qui sont des emplois qu'on a sous-traités, qui sont tout ce qui est sûreté, sécurité, nettoyage et maintenance. Et puis s'ajoutent les emplois qu'on a dans les commerces. Donc il y a 3 restaurants et une boutique de vin qui sont ouverts donc tous les jours jusqu'à assez tard dans la journée. Donc au total, il y a eu 250 emplois directs créés par la Cité. Donc il y a une dimension historique qui est quand même très forte. Mais on a essayé de le faire de manière ludique. Voilà, donc c'est vrai que on le fait en racontant des histoires, on le fait avec des films, avec des personnages, avec voilà, pour que ce soit. Il y avait forcément une volonté, si vous voulez, pédagogique, mais on voulait surtout pas, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé en France, on voulait pas faire du pédagogique chiant, ennuyeux. C'était un risque. Et c'est vrai que là, le travail des scénographes anglais a été remarquable. Alors là, c'est vrai que je vais pas, vous pouvez aller sur Internet, on a beaucoup d'images, on a beaucoup mais ils ont fait un travail remarquable parce que c'est extrêmement attractif et on peut dire beaucoup de choses, mais pas qu'on s'ennuie. C'est vraiment, c'est ludique, c'est assez interactif, c'est très dynamique, c'est très, mais la dimension historique est extrêmement présente.